Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo qui a encore pris beaucoup de temps. Je m'en excuse déjà. Ouais, je suis partie dans un grand projet de faire une analyse comparative des arcanes majeurs du tarot de Marseille et du tarot Rider-Waite. Et je m'étais fixé une vidéo par mois. Malheureusement, j'en suis assez loin. Donc je commence à être à une tous les 2 mois. Je sens que ça va tourner à une par trimestre parce que j'aime prendre mon temps, je fais des recherches sur les cartes, avec des sources, des livres, etc. Que je condense tout ça, je synthétise, j'analyse, j'écris le script, et puis après je filme comme aujourd'hui. Donc tout ça, ça prend du temps. Je le fais sur mes jours de repos. Bien évidemment, je n'ai pas que ça à faire. Et j'ai les chevaux à monter, j'ai la maison à m'occuper. Bon bref, vous savez ce que c'est. Et donc ça me prend beaucoup de temps, donc je m'en excuse déjà. Bon, mais c'est comme ça, je l'avais noté de toute façon sur la description de ma chaîne que c'était une chaîne qui prenait son temps avec une carte à la fois. Donc aujourd'hui, on va parler de l'arcane numéro 6, l'amoureux ou les amoureux, ça dépend du système de tarot que vous utilisez. Donc déjà, rien qu'avec le nom de la carte, on voit bien que ça va pas parler exactement de la même chose. Parce que selon le tarot qu'on va utiliser, on va raconter une histoire qui est assez différente. Vous le verrez aussi parce que je vais vous mettre, comme d'habitude, je vais vous présenter des jeux de ma collection. Enfin, je vais vous présenter la carte de l'amoureux dans ces jeux, et vous allez voir que ça peut avoir une signification tout à fait différente. On va commencer avec le tarot de Marseille, et là on a une scène qui montre 3 personnages, plus un Cupidon au-dessus d'eux, et ce personnage central masculin qui a clairement l'air de ne pas savoir où donner de la tête. Et dans le Rider-Waite, en revanche, là c'est beaucoup plus propre, beaucoup plus symbolique, presque biblique, hein, puisqu'on y reconnaît Adam et Ève. Alors, du coup, est-ce qu'on parle d'amour? Est-ce qu'on parle de choix? Est-ce qu'on parle de désir? Est-ce qu'on parle de morale? Alors, en fait, c'est pas vraiment la carte de l'amour, ou en tout cas pas au sens romantique mignon du terme, même si dans certains tarots, en effet, vous pouvez avoir tout à fait cette notion, puisque ça a été représenté pour évoquer cette notion. Donc, je vais comparer l'amoureux du tarot de Marseille et les amoureux du Rider-Waite pour voir ce qu'ils ont en commun, mais surtout ce qui va les opposer. Et vous allez voir que derrière un même numéro, le 6, on a en réalité deux visions assez différentes de ce que peut recouvrir ce concept de l'amoureux ou des amoureux. Mais avant d'entrer dans l'analyse des images et du symbolisme, je vous propose, comme d'habitude, de faire un petit détour par l'histoire de cette carte, parce que pour comprendre ce que représente l'arcane 6, il faut d'abord revenir à la manière dont cette carte a été pensée et comprise à l'origine. On commence donc par un éclairage historique à partir de l'ouvrage d'Isabelle Nadolny, sur lequel je m'appuie à chaque fois, Histoire du tarot. D'ailleurs, j'ai enfin reçu le tome 2, ça s'appelle pas le tome 2, mais pour moi c'est un deuxième tome, c'est Histoire avec un S du tarot, que j'ai reçu en cadeau de Noël. C'est mon fils qui me l'a envoyé, donc c'est vrai qu'il était en réimpression, et que il a mis un petit peu de temps à arriver, donc je l'ai eu au courant janvier, ce qui me va très bien, mais je l'ai pas eu assez rapidement pour l'utiliser pour préparer cette vidéo-ci, donc on verra pour les prochaines. La carte de l'amoureux n'a pas toujours porté le même nom, ni occupé la même place dans le tarot. On la trouve sous différentes dénominations, l'amore, amoureux, l'amoureux parfois avec une apostrophe, parfois sans. Son rang lui-même a varié. Dans les listes les plus anciennes des atouts, elle n'occupe pas la 6e place que nous lui connaissons aujourd'hui, mais la 7e ou aussi la 8e. Le mot amoureux apparaît en français au début du XIIIe siècle, vers 1220. Il vient du latin vulgaire amorosus, lui-même issu de amor, terme que l'on retrouve aussi bien en ancien occitan qu'en latin.
Amor est d'ailleurs l'un des noms portés par Cupidon. Dès l'Antiquité romaine, on trouve sur des fresques et des vases des scènes représentant un couple d'amoureux, souvent accompagnés d'une troisième figure et de Cupidon. Cette iconographie se retrouve naturellement dans les premiers tarots italiens. La carte représente alors un couple uni sous l'égide bienveillante de Cupidon. C'est particulièrement clair dans le premier tarot des Visconti, où la carte semble faire référence à un mariage précis, celui de Bianca Maria Visconti et de Francesco Sforza. Plus largement, cette image s'inscrit dans la tradition astrologique des enfants de Vénus, telle qu'on la trouve dans des traités comme De Sphera, où les activités humaines sont placées sous l'influence des planètes, avec des couples accompagnés de Vénus et de Cupidon. Avec le tarot de Marseille, l'image change profondément. On ne voit plus simplement un couple, mais cette fois, c'est un jeune homme, toujours accompagné de Cupidon, qui semble désormais confronté à un choix entre deux femmes. Cette scène renvoie à une parabole très connue dans l'Antiquité et reprise au Moyen-Âge et à la Renaissance. Cette parabole est rapportée par Xénophon dans les Mémorables, lorsqu'il restitue un récit attribué par Socrate au sophiste Prodicus. Hercule, arrivé à l'âge où l'on doit choisir sa voie, se retrouve face à deux routes, celle de la vertu et celle de la volupté. Deux figures féminines apparaissent alors à ses côtés et tentent chacune de l'attirer. Cette situation est résumée par une formule célèbre: placé au milieu, je ne sais de quel côté me diriger. Cette parabole a été extrêmement populaire dans les traités d'éducation morale, où l'on invitait les étudiants à choisir la bonne voie. Dans la littérature et l'iconographie, la vertu est souvent représentée de manière austère, parfois couronnée de lauriers, tandis que la volupté prend l'apparence d'une jeune femme séduisante couronnée de fleurs. Le mauvais chemin est traditionnellement celui de gauche et le bon chemin celui de droite. Mais le choix n'est jamais simple, d'autant que Cupidon préside à la scène. À cette époque, il est une figure mal considérée. C'est un dieu cruel, trompeur, inconstant, accusé de rendre les amoureux aveugles et de leur faire perdre toute mesure. C'est sans doute pour cette raison que la carte de l'amoureux a à l'origine toutes les chances d'avoir été interprétée négativement. Dans La Nef des Fous, publiée en 1494, il est décrit comme une figure ridicule et dangereuse, symbole de l'aveuglement amoureux. À partir de la fin du XVIIIe siècle, la lecture de la carte évolue. En 1781, Cour de Gébelin l'associe explicitement au mariage et à l'union conjugale. En 1783, Étayard renforce cette interprétation en faisant du mariage une volonté absolue du créateur. Au XXe siècle, les auteurs comme Papus, Oswald Wirth ou Paul Marteau complexifient encore la signification de la carte, en y intégrant les notions de libre arbitre, de désir, d'épreuve, de choix, de tentation et de responsabilité. L'amoureux apparaît ainsi comme une carte dont le sens a profondément évolué au fil du temps. D'une allégorie morale du choix et de la tentation, elle devient progressivement une carte de l'union, du désir et de la décision, tout en conservant une ambivalence fondamentale. Et c'est précisément cette ambivalence qui va nous intéresser pour la suite. Donc, on le voit, derrière cette carte de l'amoureux, il y a une histoire longue, complexe, traversée par des questions de morale, de désir, de choix et de responsabilité. Donc maintenant que ce cadre historique est posé, je vous propose de revenir à l'image elle-même et on va regarder de très près la carte de l'amoureux dans le tarot de Marseille, toujours la même version qu'Amoin et Jodorowsky. On va la décrire précisément, élément par élément, sans projeter et sans interpréter trop vite, simplement en observant les personnages, leur posture, leur regard, la place de Cupidon et la façon dont la scène est construite. Et à partir de cette description, on pourra ensuite entrer dans l'analyse symbolique proprement dite et voir comment tout ce que je viens d'évoquer, historiquement, se rejoue ou non dans l'image. Et pour cela, je m'aiderai de mes auteurs favoris pour cette série de vidéos, Jodorowsky et Marianne Costa, Chris Hadar, Yoav Bendov et Emmanuel Iger pour la partie Tarot de Marseille, puisqu'elle utilise en général plutôt le système Rider-Waite. On est donc ici sur la version qu'Amoin et Jodorowsky du Tarot de Marseille.
Je le précise tout de suite parce que si vous avez un tarot Grimaud, qui est sans doute la version la plus connue et la plus diffusée, vous n'aurez pas exactement les mêmes couleurs. En termes de composition, la scène comporte 4 personnages, 3 personnages humains et un angelot ou un chérubin, enfin c'est Cupidon en général, on dit que c'est Cupidon. C'est d'ailleurs la deuxième carte des arcades majeures où l'on a plus d'un personnage après le pape. Au centre de la carte, on a un personnage masculin. Il est debout, les pieds écartés, avec un pied orienté vers la droite de la carte et l'autre vers la gauche. Son corps est plutôt tourné vers la droite de la carte, tandis que sa tête est tournée vers la gauche. Il regarde donc la femme placée à sa droite à lui, qui se trouve à notre gauche, et il touche de la main la femme placée à sa gauche, à lui, donc à notre droite. Il est vêtu d'une sorte de tunique ou de pourpoint avec des manches bleues et un vêtement rayé de bandes verticales rouges et vertes. Il est blond, assez jeune d'apparence et il porte des chaussures rouges. La femme située à notre gauche, donc à sa droite à lui, est vue de profil. Elle a un visage un peu anguleux, un nez pointu. Elle semble poser une main sur son épaule, tandis que l'autre main descend vers son corps dans un geste assez suggestif, puisqu'on dirait qu'elle va lui mettre la main au panier. Elle est blonde également, à peu près, et porte une couronne de laurier. Elle est vêtue d'une longue robe bleue, recouverte d'une cape verte, serrée par une ceinture jaune, avec un col et des manches rouges. Sa couronne est rouge avec des feuilles vertes visibles. De l'autre côté, à notre droite, se trouve une femme qui paraît plus jeune. Elle tend un bras vers la poitrine de l'homme au niveau du cœur. Elle est blonde elle aussi et porte une couronne de fleurs. Elle est enveloppée dans une cape bleue avec des nuances de bleu clair et de bleu foncé. Sa robe est verte avec un col rouge. Sur cette carte, les bras et les mains se superposent beaucoup, ce qui rend parfois difficile de distinguer précisément à qui appartient chaque bras. Le sol est jaune, strié de bandes horizontales, évoquant une surface sableuse. À l'arrière-plan, on distingue des aplats de rouge et de bleu, sans que l'on puisse identifier clairement ce qu'ils représentent. Le ciel, quant à lui, est blanc. Au-dessus de la scène, on voit un grand soleil, au centre duquel se tient Cupidon, qu'on reconnaît à cause de son arc et de ses flèches. Il est d'ailleurs en train d'en tirer une, orientée plutôt vers la femme située à notre droite, c'est-à-dire la plus jeune. Enfin, en haut de la carte figure le chiffre romain 6 et en bas l'inscription « L'amoureux » sans apostrophe, encadrée de hachures verticales de part et d'autre du nom. On va maintenant entrer dans l'analyse symbolique de la carte de l'amoureux en la regardant en profondeur. La scène, les personnages, les gestes, les symboles, comme je fais à chaque fois. Et pour commencer, allons voir ce qu'en disent Alejandro Jodorowsky et Marianne Costa dans La Voix du Tarot. La carte s'intitule « L'amoureux » au singulier et non « les amoureux », on l'a déjà dit, et cette appellation interroge immédiatement, car la scène montre plusieurs figures, 3 personnages humains, un ange et symboliquement la terre et le soleil. La question se pose alors, qui est l'amoureux? Le personnage central, l'une des figures féminines ou encore Cupidon lui-même? Cette ambiguïté est fondamentale car l'amoureux est avec la Maison Dieu, l'une des cartes les plus complexes et les plus mal comprises du tarot. Dans la numérologie du tarot, le 6 marque un seuil, le premier pas dans ce que les auteurs, donc Costa et Jodorowsky, appellent le carré ciel, c'est-à-dire qu'il correspond au moment où l'on cesse de projeter des désirs abstraits pour commencer à faire ce que l'on aime réellement. La tonalité dominante de la carte est celle du plaisir et de la vie émotionnelle, ce qui explique sa richesse, mais aussi son caractère contradictoire et sa capacité à susciter d'innombrables projections. La scène met en jeu un trio aux relations profondément ambivalentes. Elle peut évoquer aussi bien une union qu'un conflit, un choix, un marchandage ou une tension relationnelle. Les regards ne sont pas alignés, les liens ne sont pas clairement définis, et cette instabilité permet de lire dans cette carte l'ensemble des dynamiques humaines. Une attention particulière est portée à la position des mains, au nombre de 5, qui expriment la complexité des relations. Gestes de protection, de domination, de retenue, de désir ou d'interdit. Certaines ambiguïtés graphiques, notamment autour des bras et des mains, rendent volontairement incertaine l'identification des intentions et des responsabilités de chacun.
Regardez comme ce bras ici a l'air commun à l'homme et à la jeune fille. Les détails vestimentaires, comme la ceinture jaune commune à deux personnages, peuvent être compris comme des liens symboliques, notamment autour de la volonté. Les deux figures féminines incarnent des polarités distinctes. Celle de droite, coiffée de fleurs, évoque une conscience sensible, poétique et capable de sacrifice. Celle de gauche, couronnée de feuilles vertes assimilables au laurier, renvoie davantage à une mentalité active, dominatrice ou triomphante. L'ensemble ouvre un champ interprétatif volontairement infini, allant des lectures familiales au schéma traditionnel opposant vice et vertu. L'amoureux est avant tout une carte relationnelle, elle marque le début de la vie sociale. C'est le premier arcane où plusieurs personnages apparaissent sur un même plan, sans hiérarchie visible, contrairement au pape où les disciples étaient de dos et en position basse. Elle parle à la fois d'union et de désunion, de choix émotionnels et sociaux. Plusieurs éléments symboliques renforcent cette idée d'union. Le chiffre 6, associé à la lettre hébraïque Vav, symbole du lien, ainsi que les continuités de couleurs entre les personnages, comme on l'a vu. La ceinture jaune, le bras bleu. Sur un plan plus intérieur, les auteurs proposent une lecture où les trois personnages représentent différentes instances de l'être humain, intellectuelles, émotionnelles et sexuelles, appelées à s'unifier pour permettre la réalisation de ce que l'on aime et de ce que l'on veut. Le personnage central partage certains attributs avec le mat et l'empereur, comme les chaussures rouges, suggérant des degrés successifs d'un même être, et peut être lu comme une articulation entre animus et anima, les deux aspects complémentaires d'une seule personne. Le soleil blanc, presque invisible, devient alors la véritable figure centrale de la carte. Un principe d'amour universel, conscient et inconditionnel. Cupidon, enfant ailé, en est le messager, rappelant que cet amour se renouvelle sans cesse. Dans une lecture divinatoire, l'amoureux invite à interroger l'état émotionnel du consultant, la place de l'amour, les conflits ou les harmonies affectives, les choix à poser, les racines familiales et les projections relationnelles. Quel que soit l'angle retenu, les auteurs insistent sur un point essentiel. L'amoureux ultime n'est pas un personnage, mais c'est le soleil blanc qui éclaire tous les êtres sans discrimination et relie chacun à l'ensemble du vivant. Alors, La Voix du Tarot de Alejandro Jodorowsky et Marianne Costa, c'est un livre que j'aime beaucoup, qui est très touffu, très complet, qui explique chaque petit détail. Je préfère le dire clairement, ce n'est pas un livre très facile. Je l'avais déjà conseillé à des élèves en tarot qui voulaient continuer à travailler chez eux, et certains l'ont trouvé trop complexe. Alors, c'est pas un manuel pédagogique au sens classique avec les définitions de chaque carte, même si vous allez pouvoir les trouver d'ailleurs dedans. Et c'est très loin de tous les livres de vulgarisation du tarot qu'on peut trouver aujourd'hui sur le marché. C'est pas la même chose du tout. Alors attention, je ne critique pas, il en faut pour tout le monde, mais moi j'aime bien ce qui est complexe et approfondi. Donc, je le dis à chaque fois, donc je pense que vous avez compris. Donc c'est un livre très symbolique, très ésotérique, au sens structuré du terme, mais aussi profondément psychologique. On n'y apprend pas seulement le tarot, mais on est amené à travailler sur soi, à se confronter à ce que les cartes viennent toucher intérieurement. Et maintenant, je vous propose de changer de regard et de voir comment Chris Hadar aborde lui aussi la carte de l'amoureux dans son livre, mon premier livre de tarot. Alors chez Chris Hadar, l'amoureux est avant tout une figure de l'adolescence, un être jeune, actif, plein d'élan, mais traversé par le doute. Il se tient à un moment charnière de son existence, confronté à deux orientations opposées, deux pôles tout aussi attirants qui reflètent en réalité ses propres désirs. La carte met en scène une crise du choix, non pas morale au sens strict, mais existentielle. Ce qui se joue ici, ce n'est pas simplement le fait de choisir entre deux personnes, mais la difficulté de déterminer quelle direction donner à sa vie. Quelle aspiration suivre pour se réaliser pleinement? Les deux figures féminines incarnent des principes opposés, matériels et spirituels, qui tirent chacune le personnage vers une voie différente, le laissant dans un état de tension et d'indécision. L'amoureux est aussi présenté comme un moment clé dans la construction de l'être humain.
Il vient après l'empereur qui pose la structure et les règles du monde matériel, et le pape qui transmet une loi, un sens, une vision. Avec l'amoureux, ces deux dimensions, matérielle et spirituelle, se rencontrent, entrent en tension et obligent l'individu à se positionner. C'est à partir de là que l'énergie créatrice peut réellement se déployer, mais seulement à travers un choix. Cette fusion des contraires est instable, et c'est précisément cette instabilité qui provoque la crise. Le personnage est écartelé, neutralisé entre deux forces qui cherchent chacune à s'imposer. Cette carte est profondément liée à la naissance du moi, à l'éveil du désir, qu'il soit sexuel, affectif ou spirituel. L'amoureux vit simultanément l'appel du corps, l'émotion du cœur et l'idéalisme de l'esprit. Ces élans sont exaltants, mais contradictoires et rendent toute décision difficile. Il voudrait suivre toutes les voies à la fois, ce qui le paralyse. Cupidon, archer, suspendu au-dessus de la scène, symbolise le désir et la tension qui précèdent le choix. La flèche représente l'acte irréversible. Une fois la décision prise, il n'y a plus de retour possible. Choisir, c'est s'engager et accepter les conséquences de cet engagement. Sur le plan divinatoire, l'amoureux est la carte des carrefours, des situations où plusieurs possibilités se présentent simultanément. Elle parle de pluralité, de propositions multiples, d'ouverture, mais aussi d'hésitation et de doute. À l'endroit, elle annonce des choix stimulants, des rencontres, des associations, un dialogue vivant entre le cœur et la raison. À l'envers, elle peut signaler des décisions imposées, des frustrations, des ruptures ou des déceptions liées à un choix mal assumé. Psychologiquement, l'amoureux décrit une personnalité jeune, curieuse, idéaliste, portée vers l'échange, la séduction et la découverte, mais aussi vulnérable au manque de confiance et à l'indécision. C'est une énergie de désir, d'aspiration et de libre arbitre qui invite à s'affirmer, à vivre, mais aussi à apprendre à ne pas se disperser. Je précise avant de passer à un autre auteur que Chris Hadar fait une très intéressante analyse des couleurs dans cet arcane, mais j'en tiens pas compte car il utilise le tarot Grimaud et les couleurs sont complètement différentes de la version que je vous propose, donc ça n'aurait pas de sens d'analyser les couleurs selon Chris Hadar. Allez, maintenant allons voir comment Yoav Bendov aborde lui aussi la carte de l'amoureux dans son livre The Marseille Tarot Revealed. Donc pour Yoav Bendov, le nom français de la carte, l'amoureux au singulier, est essentiel. Il indique que la carte parle avant tout d'une expérience intérieure vécue par un individu, même si plusieurs personnages apparaissent dans la scène. La présence de Cupidon et le titre de la carte évoquent clairement l'idée d'amour, mais l'image renvoie tout autant à une situation de choix, comme dans le récit d'Hercule aux prises avec un choix difficile déjà évoqué au début de cette vidéo. L'amoureux articule ainsi deux thèmes fondamentaux, l'amour et la décision. Bendov souligne que cette dualité explique les nombreuses transformations qu'a connues la carte selon les traditions. Les écoles anglaises ont surtout mis l'accent sur l'aspect amoureux et romantique, allant jusqu'à renommer la carte, comme vous le savez, les amoureux, et à en faire le symbole d'une relation sentimentale ou d'un amour sacré. A l'inverse, la tradition française insiste davantage sur la dimension du choix. Dans l'iconographie du tarot de Marseille, plusieurs éléments soutiennent cette lecture. Le personnage central se tient à un carrefour, les pieds orientés dans deux directions différentes. Les mains qui le touchent peuvent être comprises comme des influences extérieures agissant sur lui. Son corps s'incline vers la femme de droite, tandis que sa tête se tourne vers l'autre, ce qui suggère une dissociation entre désir et raison, entre élan émotionnel et réflexion consciente. L'école française fait aussi référence au symbole du Y à l'envers que l'on aperçoit dans le corps et les jambes de l'homme. Les adeptes de Pythagore voyaient le Y comme les choix que l'on doit faire dans la jeunesse. Tant que l'on se tient au point de bifurcation, tout est encore possible. Mais une fois engagé sur l'un des chemins, il devient de plus en plus difficile, voire impossible, de revenir en arrière. L'amoureux renvoie ainsi à des décisions structurantes, aux conséquences durables. La carte peut aussi évoquer le poids du passé. La figure plus mûre, à gauche de la carte, donc direction passé, représente les habitudes, les schémas anciens ou l'influence d'une autorité à laquelle il est difficile de se soustraire.
Le regard tourné vers elle peut indiquer des hésitations, des regrets ou une difficulté à accepter pleinement un choix déjà fait. Enfin, Bendorf propose une lecture où l'amoureux reçoit une indication venue d'en haut. La flèche de Cupidon peut être comprise comme un signe, une invitation à écouter son intuition profonde plutôt que la raison. Dans un tirage, l'amoureux parle donc d'un carrefour où plusieurs options s'offrent au consultant et la carte invite à observer les choix quotidiens, même les plus discrets, car ce sont souvent eux qui trahissent la véritable orientation intérieure, bien avant toute décision rationnelle formulée. Pour terminer ce tour d'horizon des auteurs que j'affectionne et qui sont mes références sur le tarot de Marseille, voyons voir ce que nous dit Emmanuel Iger dans son livre Lire le tarot avec le Rider-Waite. Alors évidemment, avec un titre pareil, vous vous doutez bien qu'elle privilégie la lecture du système Rider-Waite-Smith, mais elle analyse aussi, quand c'est nécessaire, les cartes des deux systèmes du tarot de Marseille et du Rider-Waite. Donc pour Emmanuel Iger, l'arcane 6 est la première carte où l'individu se retrouve confronté à un choix véritablement personnel. Le pape, juste avant, transmet un cadre, une idée du sens, du sacré, des valeurs, de ce qui est censé guider une vie. Avec l'amoureux, il ne s'agit plus de recevoir cet enseignement, mais de voir comment je vais, moi, m'y situer concrètement. Et c'est précisément pour cela que ce choix ne peut pas être pensé en termes moraux, comme une opposition entre le bien et le mal. Se réfugier dans la morale serait une manière d'éviter le choix personnel. Or ici, le tarot nous oblige à sortir des règles générales pour écouter ce qui est juste pour soi. De plus, si le choix devait être purement moral ou disciplinaire, Cupidon n'aurait aucune raison d'être présent et le personnage central ne serait pas montré aussi tiraillé. En fait, nous dit Emmanuel Iger, le tarot n'est pas là pour nous apprendre à faire le choix moralement correct, mais pour nous aider à comprendre qui nous sommes et à faire le choix juste pour nous, pas pour répondre à des normes extérieures. Le personnage hésite parce qu'il a de bonnes raisons des deux côtés. Or, lorsqu'un choix est vraiment personnel, la raison ne peut pas trancher. Si une option était objectivement meilleure que l'autre, tout le monde ferait le même choix. Choisir uniquement sur des critères rationnels comme la réussite, la sécurité, la reconnaissance revient souvent à choisir ce que n'importe qui devrait faire et non ce qui me rendra vivant. Alors comment faire le bon choix? En se tournant vers la sensibilité. C'est la seule chose qui m'appartienne en propre. Ce qui me touche peut laisser mon voisin parfaitement indifférent. C'est précisément pour cela que Cupidon est présent sur la carte. La flèche symbolise le moment où quelque chose me touche, me traverse et rend le choix évident de l'intérieur, quel qu'il soit. Le chiffre 6 est ici compris comme un chiffre de dépassement. Il s'agit de dépasser la raison et les critères objectifs pour accéder à des choix qui ont du sens pour soi seul. Les deux femmes portent des couronnes différentes qui incarnent deux voies de réalisation également valables. La couronne de laurier symbolise la gloire, l'excellence, la réussite par l'expertise, l'ambition, le dépassement de soi, un chemin qui est souvent valorisé socialement. La couronne de fleurs symbolise la joie, la beauté, l'harmonie, une manière d'être au monde plus équilibrée, moins compétitive, mais tout aussi légitime. Et aucun de ces chemins n'est objectivement supérieur à l'autre. Le message de la carte est donc clair. Dans les choix qui engagent profondément la personne, la raison devient contre-productive. Plus on analyse, plus on s'enferme dans le dilemme. La seule boussole fiable est alors la question la plus simple et la plus difficile. Qu'est-ce que je ressens? Dans un tirage, l'amoureux invite à identifier clairement les deux voix en présence, souvent à l'aide des cartes voisines, et à se souvenir que l'intuition se manifeste en premier, avant les justifications rationnelles. Pour la retrouver, il suffit parfois de se rappeler sa toute première réaction. Avec ces lectures du tarot de Marseille, on voit bien que l'amoureux parle avant tout d'un choix intime, subjectif, impossible à déléguer à une morale ou à des règles toutes faites. Et je vous propose maintenant d'aller voir comment cette même carte est transformée dans le Rider-Waite. On va passer de l'amoureux aux amoureux, au pluriel, et le centre de gravité de la carte se déplace donc nettement du dilemme intérieur vers une lecture beaucoup plus
orientée sur l'union, le couple et l'amour au sens relationnel et spirituel, même si la notion de choix est toujours présente. Donc, dans le Rider-Waite, la scène représente 3 personnages, 2 figures humaines et un ange. Les 2 humains sont un homme et une femme que l'on identifie clairement comme Adam et Ève. Ils sont tous les 2 nus. Adam se tient à droite de la carte et Ève à gauche. Adam regarde Ève, tandis que Ève, elle, tourne son regard vers l'ange. Derrière Adam, on voit comme un buisson en flammes. Et derrière Ève, on distingue un pommier autour duquel est enroulé un serpent. Ces 2 éléments permettent d'identifier sans ambiguïté la scène biblique d'Adam et Ève au Jardin d'Éden. Au-dessus d'eux se tient un ange de grande taille, beaucoup plus grand que le Cupidon du Marseille. Il ne regarde pas directement les 2 personnages, mais ouvre largement les bras et les ailes au-dessus d'eux. Derrière l'ange, on voit un grand soleil qui éclaire toute la scène, ainsi qu'une sorte de nuée ou de fumée d'où l'ange semble émerger. À l'arrière-plan, on distingue une colline ou une petite montagne. Le sol et le paysage sont plutôt arides, dépouillés, à l'exception des 2 arbres, le buisson en flammes et le pommier. Et l'ange porte une coiffe particulière avec des formes qui, pour moi, évoquent des flammes rouges ainsi que de petites branches vertes. Donc on va analyser cette carte des amoureux, là aussi avec 3 auteurs que j'affectionne particulièrement, Rachel Pollack, Mary Greer et on reprendra Emmanuel Iger pour la partie, Rider-Waite. Donc pour Rachel Pollack, la transformation opérée par Waite et Pamela Colman-Smith dans la carte des amoureux est l'une des plus radicales du tarot. Là où les versions anciennes mettaient l'accent sur le choix et le dilemme, le Rider-Waite déplace clairement le centre de gravité vers l'amour humain comme voie de transformation spirituelle. La scène, on l'a dit, renvoie explicitement au mythe biblique d'Adam et Ève, mais Rachel Pollack insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas d'un simple rappel de la chute. Le Rider-Waite évoque plutôt un nouveau jardin d'Éden, dans lequel les arbres apportent une forme d'éveil. L'arbre derrière l'homme, associé aux flammes, renvoie à l'énergie vitale et créatrice, tandis que l'arbre derrière la femme, avec le serpent, symbolise une sagesse inconsciente, qui n'est pas mauvaise, mais profonde et archaïque plutôt. L'ange qui domine la scène est central dans cette lecture. Il représente une réalité inaccessible à l'individu isolé, mais perceptible lorsque 2 êtres s'unissent. Pour Pollack, l'amour et la sexualité ne sont pas des distractions du chemin spirituel. Ils en sont une porte d'entrée. L'élan sexuel pousse l'être humain hors de l'isolement, l'oblige à entrer en relation et peut ouvrir sur une compréhension plus vaste du sens de la vie. La carte met ainsi en scène une réconciliation des polarités. Masculin et féminin ne sont pas compris comme des rôles sociaux, comme on a tendance à le faire très facilement, mais comme des principes fondamentaux présents en chacun de nous. Dans la tradition ésotérique, l'un des objectifs du parcours des arcanes majeurs est précisément de réunir ces principes opposés. L'ange agit ici comme médiateur. Il unit ce qui, au niveau humain, apparaît séparé. Rachel Pollack critique également la lecture chrétienne classique de la Genèse qui associe le désir au péché et la femme à la tentation. Elle montre que le Rider-Waite inverse subtilement cette logique. Parce que le tarot n'est pas un outil de répression morale, mais c'est un chemin de libération justement. Et là où la tradition religieuse voit un danger dans la passion, le tarot y voit une énergie nécessaire, à condition qu'elle soit reliée à la conscience. Le détail des regards est essentiel. L'homme regarde la femme et la femme regarde l'ange. Si l'homme représente la raison, alors celle-ci ne peut accéder au spirituel que par l'intermédiaire du désir et de la relation. Le tarot enseigne que raison et passion ne doivent pas s'opposer, mais se féconder mutuellement. Ni la passion seule, ni la raison seule ne permettent d'atteindre l'ange. Sur le plan psychologique, Rachel Pollack explique que l'abandon temporaire de l'ego dans l'amour ou la sexualité peut permettre de dépasser l'isolement intérieur. A l'inverse, lorsque l'ego reste totalement verrouillé, la sexualité devient un moyen de domination ou de compensation et perd toute dimension transformatrice. Refuser le corps et le désir conduit alors à la dépression.
L'ange est niais. Dans une lecture divinatoire, les amoureux du Rider-Waite parlent donc avant tout de l'importance d'une relation amoureuse significative, souvent durable, capable de transformer la compréhension que l'on a de la vie. À l'endroit, la carte évoque un amour porteur de sens, un soutien émotionnel ou un engagement profond. À l'envers, elle indique plutôt une immaturité affective, des blocages relationnels ou un attachement destructeur, là où l'amour n'élève plus mais enferme. Bien évidemment, j'ai oublié de citer tout à l'heure dans mes auteurs favoris qui s'intéressent au système Rider-Waite, ma chouchoute Benebell Wen et son énorme livre Holistic Tarot. Donc pour Benebell, les amoureux est avant tout une carte de choix moral et éthique, bien plus qu'une simple carte romantique, même si elle peut bien sûr parler d'amour lorsqu'une question sentimentale est posée. Elle rappelle que dans toutes les interprétations traditionnelles, cette carte renvoie à un choix primordial, choisir la voie qui est juste selon ses propres valeurs ou céder à la tentation. C'est cette tension qui fonde la carte, et non l'idéalisation romantique souvent projetée par les pratiques contemporaines. Dans le Rider-Waite, la carte représente un partenariat, une relation à deux, qu'elle soit amoureuse, professionnelle ou symbolique. À l'endroit, elle peut évoquer une passion naissante, une forte attraction, une impression de paradis ou d'évidence, que ce soit dans une relation amoureuse ou dans une collaboration qui semble au départ parfaitement alignée. Mais Benebell Wen insiste sur le caractère fragile de cet état. Sans discernement, cette impression d'harmonie peut être éphémère. Le cœur philosophique de la carte repose sur la dualité. Le personnage masculin incarne la raison et l'intellect, tandis que le personnage féminin représente le cœur et l'émotion. Les amoureux mettent en scène un tiraillement entre l'esprit et le cœur, un dilemme qui comporte presque toujours une dimension éthique. Le regard de la femme tourné vers l'ange suggère une aspiration à rester alignée avec des principes supérieurs, tandis que la tentation demeure présente. Les deux arbres de la carte renforcent cette lecture. L'arbre derrière l'homme est associé à la vie et à l'élévation, tandis que l'arbre derrière la femme, porteur du serpent, renvoie au désir, à la tentation et à la connaissance par l'expérience, avec la souffrance potentielle qu'elle implique. Ce contraste renvoie à la question fondamentale: faut-il céder au désir immédiat ou chercher une voie plus exigeante mais plus alignée? Benebell Wen rapproche cette carte de la pensée de Kierkegaard, pour qui l'existence humaine est traversée par des choix fondamentaux entre une vie hédoniste et une vie fondée sur la responsabilité éthique. Les amoureux engagent ainsi le consultant à reconnaître sa responsabilité personnelle face à ses décisions. À l'envers, la carte met en garde contre les interférences extérieures. Une tierce personne, une pression sociale, familiale ou contextuelle peut venir troubler le jugement du consultant. Le serpent devient alors le symbole central. La tentation, le doute, la manipulation ou l'élément perturbateur qui s'immisce dans la situation. En amour, cela peut indiquer une confusion entre le cœur et l'esprit, souvent alimentée par l'intervention d'un tiers. Mais que la carte soit droite ou renversée, le message reste fondamentalement le même. Un choix doit être posé et ce choix engage l'éthique personnelle du consultant. Droite, la carte suggère une décision alignée avec ses valeurs profondes. Renversée, elle avertit du risque de s'en éloigner. Pour Mary Greer, les amoureux et la carte ou les enseignements du hiérophante prennent forme dans les relations humaines concrètes. Il ne s'agit pas seulement d'un couple amoureux, mais de toute relation impliquant un lien, une coopération ou une interaction significative. Famille, amis, partenaires professionnels, mais aussi différentes parts de soi-même. La carte met en évidence des associations. Elle relie souvent les cartes qui l'entourent dans un tirage, suggérant des forces qui s'attirent, se complètent ou cherchent un équilibre. Elle peut indiquer une union, un partenariat, une fusion ou une situation nécessitant collaboration et engagement mutuel. La possibilité d'une relation amoureuse ou sexuelle est bien présente, mais elle n'est qu'un aspect parmi d'autres. Mary Greer insiste sur la dimension de communication essentielle dans cette carte. Les amoureux parlent de la capacité à se relier à l'autre, à échanger, à partager une vision commune. Dans le Rider-Waite, la nudité d'Adam et Ève souligne un désir de se montrer tel que l'on est, sans masque ni dissimulation.
L'amour ou la relation en général peut alors libérer de la honte, de la culpabilité ou des inhibitions, à condition qu'il y ait réciprocité et authenticité. La scène du Jardin d'Éden rappelle que tout choix relationnel est aussi un choix d'expérience. Comme Ève face à l'arbre de la connaissance, nos décisions nous apportent compréhension et maturité, parfois au prix de la perte de l'innocence. Les amoureux peut ainsi représenter une épreuve de discernement, un test de maturité émotionnelle et relationnelle. À l'envers, la carte met en lumière les dysfonctionnements relationnels. Il peut s'agir d'un lien idéalisé mais irréalisable, d'une relation déséquilibrée, immature ou toxique, ou encore de difficultés de communication menant à des malentendus et des conflits. L'amour peut être présent sans réciprocité, réduit à la séduction, à la frustration ou à la dépendance affective. Dans certains cas, la carte évoque jalousie, possessivité, lutte de pouvoir ou perte d'individualité dans la relation. Mary Greer souligne aussi le risque de mauvais choix, faits sans discernement, pouvant conduire à des regrets, à de la culpabilité ou à des ultimatums. La carte renversée peut signaler une hésitation prolongée, une peur de la séparation, même temporaire, ou une tension entre l'attachement à l'autre et la fidélité à son soi profond. Sur le plan psychologique, les amoureux renversés mettent en jeu la projection, voir chez l'autre ce que l'on refuse ou ignore en soi. Mais lorsque ce travail est conscient, la carte peut aussi indiquer un processus d'intégration intérieure, une mise en dialogue des pôles masculins et féminins de la psyché. À un niveau plus symbolique ou spirituel, elle peut renvoyer à une union intérieure, à une communication d'âme à âme, voire à une forme de mariage sacré vécu sur un plan intérieur. Pour Emmanuel Iger, enfin, l'image du Rider-Waite peut sembler de prime abord très éloignée du tarot de Marseille, mais elle constitue en réalité une autre métaphore du même thème fondamental, le choix. La scène biblique d'Adam et Ève renvoie directement à l'épisode de la Genèse, non pas comme récit de la faute, mais comme moment de découverte du libre arbitre. Tant qu'Ève croit que manger le fruit entraînera la mort, il n'y a pas de véritable choix possible. Le rôle du serpent n'est pas de pousser au mal, mais de lui révéler qu'elle peut choisir. À partir du moment où le choix existe, apparaît le premier acte personnel, conscient et autonome. Dans cette lecture, les trois figures de la carte peuvent être comprises comme trois facettes d'un même être, confronté à une décision importante. Adam représente la raison, on l'a vu, la conscience rationnelle. Ève représente la sensibilité, l'affectif, le monde intérieur. Et l'ange incarne ce qu'il y a de sacré ou de supérieur en nous, un désir profond, énigmatique, qui oriente notre trajectoire de vie. La dynamique des regards est essentielle. La raison se tourne vers la sensibilité, reconnaissant qu'elle ne peut pas décider seule. La sensibilité, quant à elle, est reliée à une dimension plus haute qui ne se trompe pas parce qu'elle ne procède ni du calcul, ni de la norme, mais d'un appel intérieur. La montagne placée entre l'arbre de la connaissance et l'arbre enflammé, que l'on voit derrière Adam, peut alors être comprise comme le symbole d'une ascension spirituelle possible, à condition de réconcilier ces forces opposées plutôt que de les hiérarchiser. Le choix juste naît de leur coopération et pas de leur domination. L'archange Raphaël, figure de guérison et de médiation, vient sceller cette lecture. Oui, parce que je ne l'ai pas précisé, mais traditionnellement, c'est l'archange Raphaël qui est représenté dans cette carte. Il ne s'agit pas de trancher violemment entre raison et désir, mais de les réunifier afin que le choix posé engage pleinement l'être tout entier. Pour finir, sur ces deux systèmes, je vais synthétiser les différences et les points communs principaux entre justement le Rider et le Marseille. On l'a dit, dans le tarot de Marseille, l'amoureux met en scène un moment de tension intérieure. La carte insiste sur l'hésitation, le tiraillement, l'impossibilité de trancher par la seule raison. Le choix n'est pas encore posé, mais il est en gestation. L'amoureux parle d'un passage délicat, souvent inconfortable, où l'individu doit apprendre à reconnaître ce qui est juste pour lui, sans s'appuyer forcément sur une morale toute faite, ni sur des règles extérieures. Dans le Rider-Waite, la scène est profondément transformée. Le dilemme disparaît au profit d'une union déjà constituée.
le choix ne porte plus sur quelle voie prendre, mais sur ce que l'amour, la relation et l'engagement produisent comme transformation intérieure. Là où le Marseille montre l'épreuve du choix, le Rider-Waite montre ce qui devient possible une fois ce choix assumé. La rencontre, l'alliance, la réconciliation des polarités et l'accès à une dimension spirituelle par la relation. On pourrait dire que le tarot de Marseille se situe avant la décision, dans l'instant fragile où tout est encore ouvert, tandis que le Rider-Waite se place après, lorsque le lien est posé et que ses conséquences psychologiques, éthiques et spirituelles commencent à se déployer. Comme toujours, je me suis concentrée sur les deux grandes traditions, le tarot de Marseille et le Rider-Waite, mais évidemment, l'amoureux ou les amoureux prend encore d'autres formes dans de nombreux jeux et parfois très éloignées de ces représentations classiques. Donc dans la suite de cette vidéo, je vais vous montrer quelques représentations de cette carte des amoureux ou de l'amoureux dans d'autres jeux, comme je fais toujours. Comment cette carte est retravaillée dans d'autres tarots, avec d'autres sensibilités, d'autres choix symboliques et parfois d'autres façons de poser la question du lien, du désir et de la décision. Parce que c'est aussi ça le tarot, un même archétype décliné à l'infini qui continue à nous parler autrement selon les images, les époques et les regards. Allez, là aussi, je commence comme d'habitude par le tarot de la forêt enchantée. Je garde mes petites habitudes. Donc, la carte dans ce tarot s'intitule Les amoureux de la forêt. Donc, un titre qui va se rapprocher davantage du Rider-Waite que du tarot de Marseille. L'illustration montre un couple, un homme et une femme, qui se font face de part et d'autre d'un arbre central. L'homme se tient à gauche de la carte, vêtu de tons bruns et orangés qui rappellent la terre et la forêt. La femme se tient à droite, vêtue de vert, couronnée de fleurs, évoquant la fertilité et la nature vivante. Ils se regardent avec intensité et chacun pose une main sur son propre cœur. Leurs autres mains, donc la main droite de l'homme et la main gauche de la femme, sont liées par un ruban rouge, symbole explicite de l'engagement et du lien. Entre eux se dresse un bouleau, assimilé ici à un mât de mai, comme le mois, autour duquel s'enroule un ruban vert en spirale. Ce mouvement ascendant représente la rencontre des énergies de la terre et du ciel. La carte est associée à Beltane, le 1er mai, fête de la fécondité, des rites de printemps et du passage vers l'été. À ce moment de la roue de l'année, les amoureux incarnent l'échange délibéré d'énergie qui engendre une conscience nouvelle. Les personnages sont identifiés dans le livret comme Robin des Bois et Lady Marianne, figure mythique de l'amour libre réincarné à travers les âges. Leur union ne crée pas une fusion où l'un domine l'autre, mais vraiment une troisième force, née de l'équilibre entre deux polarités. Le livret insiste sur l'idée que le véritable amour n'est ni possession, ni domination. Ça va être un transfert volontaire d'énergie, de respect et de passion. L'union masculine et féminine, extérieure ou intérieure, génère plénitude et harmonie lorsqu'elle est vécue consciemment. Cette carte parle aussi de l'intégration de toutes les dimensions de la personnalité. Pour être complet, il est nécessaire d'accueillir en soi le masculin et le féminin, le clair et l'obscur. Ce qui est rejeté finit toujours par se manifester de manière déséquilibrée. Les amoureux de la forêt représentent ainsi l'équilibre relationnel, l'union sexuelle, mais aussi la guérison intérieure. À travers nos relations, nous trouvons peu à peu l'harmonie de notre personnalité. L'amour devient alors une force créatrice, une énergie spirituelle positive qui soutient le cycle de la vie et le désir universel d'harmonie. Le deuxième jeu que je vous montre à chaque fois également, c'est l'univers beaucoup plus éthéré, presque suspendu hors du temps, du tarot des mondes oniriques. La carte des amoureux y devient comme une condensation poétique des grands thèmes de l'arcane. Dans ce jeu, la carte des amoureux montre un couple enlacé, saisi dans un geste d'union intime et fusionnel. Les deux figures s'embrassent, leur corps et leurs vêtements s'entrelacent au point qu'il devient difficile de distinguer où l'un s'arrête et où l'autre commence. C'est peut-être un rappel du Marseille où on avait du mal à distinguer à qui appartenaient certains bras. Le décor est riche de symboles,
Au-dessus d'eux brille un soleil en forme de rosace, rappelant à la fois le soleil de l'amoureux du tarot de Marseille et également celui du Rider-Waite, mais transposé ici dans un registre plus mystique et plus céleste. Des tourterelles traversent le ciel et 2 d'entre elles portent dans leur bec un ruban rouge auquel est suspendue une bague, image explicite de l'alliance et de l'engagement. Au pied du couple apparaît une petite figure féminine qui me fait penser à une petite fée clochette et qui se tient à côté d'un serpent et d'une pomme rouge. Cette scène évoque clairement le mythe d'Adam et Ève, mais dans une version onirique, miniaturisée, comme si la tentation et le choix fondamental étaient relégués à un plan symbolique plutôt qu'historique. On retrouve également plusieurs motifs végétaux, une rose riche et sensuelle, des lys calas plus épurés, ainsi que des glands visibles dans un médaillon circulaire sur la droite de la carte. Le gland, qui est la graine du chêne, devient ici un symbole central, c'est-à-dire celui du potentiel, de ce qui est appelé à croître selon la manière dont il sera nourri. Le livret insiste sur une opposition fondamentale entre différentes polarités, le savoir et le plaisir, la tentation et l'innocence, la simplicité et la complexité, le désir charnel et la conscience spirituelle. Les tourterelles incarnent une forme d'innocence amoureuse, tandis que la pomme rouge tenue par le serpent rappelle la tentation la plus ancienne. Contrairement aux représentations morales ou hiérarchisées, les amoureux du tarot des mondes oniriques ne portent ni couronne de roi, ni couronne paysanne. Les distinctions sociales et symboliques sont abolies, l'amour les place hors de ces catégories. Le cœur du message repose sur l'idée d'union consciente. Le gland déposé dans la pomme devient une métaphore du choix. Ce qui naîtra dépendra de l'intention, de l'attention et de l'énergie investie. L'amour est ici présenté comme un flux, une circulation entre cœur et esprit, entre désir et sens, entre ciel et terre. Cette carte parle à la fois du lien amoureux, de l'alliance intérieure entre différentes dimensions de l'être et de la détermination de valeurs personnelles. Le choix n'est pas formulé comme une alternative brutale, mais comme une orientation de la croissance, une direction donnée à ce que l'on décide de faire éclore. Avec le tarot des mondes oniriques, les amoureux prennent une dimension beaucoup plus intérieure, presque alchimique. On est dans une expérience intime, symbolique, où amour, désir et conscience se mêlent. Voici maintenant les amoureux du Darkwood Tarot, avec lequel on reste dans une filiation très claire du Rider-Waite, mais l'accent va être un petit peu déplacé, puisque la carte des amoureux ne parle pas de dilemme, ne parle pas de choix moral, ni même vraiment d'union équilibrée. Elle va explorer l'amour comme expérience extatique, charnelle et spirituelle, sans filtre. Cette carte montre un couple nu, enlacé au centre de l'image, plongé dans un acte d'union sexuelle explicite. Les corps sont entourés de formes rouges et sombres, difficiles à identifier, des flammes, des feuilles ou des vagues qui évoquent l'énergie brûlante de la passion. L'homme est assis, concentré entièrement sur la femme qui l'enlace. Elle est sur lui, le corps tendu, la tête renversée dans un geste d'abandon et d'extase. Et la nudité ne renvoie pas ici à l'innocence, mais à la vulnérabilité totale et à la fusion des corps. Au-dessus du couple apparaît une figure sombre, encapuchonnée, qui pour moi a une allure assez inquiétante. Elle rappelle un ange, certes, mais dépouillé de toute iconographie rassurante. Cette présence peut troubler. Elle semble observer la scène presque comme un voyeur. Pourtant, le livret précise qu'il s'agit d'un ange noir qui sanctifie l'union, ou peut-être d'une projection intérieure surgie de l'imaginaire et du désir. Le livret insiste sur le fait que les amoureux incarnent l'archétype de l'amour comme force cosmique unificatrice. L'amour y est décrit comme une frontière sauvage, une expérience métaphysique et transcendantale, à la fois biologique et spirituelle. L'union sexuelle est représentée par la position des amoureux ici, qui est la position du lotus, symbole d'ouverture et de transformation. Le sexe est ici présenté comme une émotion incarnée. Ce que le langage ne peut exprimer, le corps le manifeste. Le triangle d'énergie formé par l'homme, la femme et l'ange fait écho au principe de création de l'univers. L'homme canalise son énergie vers la femme,
Elle l'accueille pleinement et élève son regard vers l'ange noir. Ce mouvement crée une circulation invisible, une extase qui dépasse la dualité et transforme les deux êtres en une unité. Dans cette carte, l'amour n'est pas conçu comme quelque chose de durable ou de raisonnable. Le livret le décrit comme une expérience comparable à celle des stupéfiants, une révélation de ce qui est possible, pas nécessairement de ce qui peut durer. Il n'est plus question ici de choix, de morale ou d'équilibre. Les amoureux du Darkwood Tarot parlent de ravissement, d'extase spirituelle par l'érotisme, d'ouverture simultanée du corps, de l'âme et de l'esprit. L'ombre de la carte est à la hauteur de son intensité. Obsession, dépendance, compulsion, attachement excessif, répétition de schémas relationnels toxiques. L'amour, lorsqu'il n'est pas intégré, peut devenir une force destructrice aussi puissante que transformatrice. Avec le Darkwood Tarot, on voit une lecture des amoureux qui est poussée à l'extrême. L'amour comme extase, comme perte de soi, comme accès direct au sacré par le corps. C'est une vision très marquée, très assumée, qui laisse complètement de côté la question du choix ou de la dualité. Alors il est possible que YouTube n'accepte pas que je vous montre cette carte dans son intégralité, donc dans sa nudité, on va dire, puisque toutes les représentations de la nudité sont interdites. Donc je vais faire un essai à le moment où j'enregistre cette vidéo et il est possible que je doive la réenregistrer, la refilmer, ce passage en cachant donc la partie de la carte qui va poser problème à YouTube. Maintenant, un tarot que je ne vous avais pas encore montré, je crois, qui est le Tarot of the Divine, où chaque carte est associée à un conte traditionnel et la carte fonctionne comme le condensé d'un récit. Alors pour les amoureux, le choix des auteurs s'est porté sur Beauty and the Beast, donc La Belle et la Bête, dans sa version d'origine chinoise, ce qui déplace le sens de la carte vers une histoire de transformation, de lien et de reconnaissance de l'autre au-delà des apparences. Est-ce que vous connaissez l'histoire de La Belle et la Bête ? Déjà, personnellement, je ne savais pas que c'était une histoire d'origine chinoise et qui a été adaptée évidemment pour le cinéma de nombreuses fois. Donc l'histoire raconte celle d'un père et de ses 3 filles, toutes expertes en broderie. Et un jour, cherchant une fleur pour ses filles, le père s'égare dans le domaine de la bête. Celle-ci, furieuse d'avoir été dérangée, menace de le dévorer, puis accepte de le laisser partir à condition qu'une de ses filles vienne l'épouser. Les 2 filles aînées refusent. La plus jeune, elle, accepte et part vivre avec la bête. D'abord terrifiée par son apparence, elle s'habitue peu à peu à sa présence. La bête se montre bienveillante, respectueuse et une forme de complicité s'installe. Lorsque la jeune fille apprend que son père est malade, la bête l'autorise à repartir, mais revenue assez tard, même de plusieurs mois plus tard, elle retrouve la bête mourante de solitude. En la sauvant et en lui manifestant son amour, elle brise la malédiction. La bête se transforme alors en homme. L'amour n'a pas récompensé la beauté physique, mais la fidélité, la patience et la capacité à voir au-delà de l'apparence. Je me souviens d'ailleurs de l'adaptation, qui est un vieux film maintenant, avec Jean Marais dans le rôle de la bête. Donc dans le Tarot of the Divine, The Lovers, les amoureux, met l'accent sur l'attraction des opposés et l'équilibre entre le feu de la pulsion et l'eau de l'émotion. La carte montre la jeune femme en contact direct avec la bête. Elle touche sa mâchoire sans peur, dans un geste d'intimité et de confiance. La bête, à la fois animale et mythique, incarne ce qui est perçu comme monstrueux, inconnu ou inacceptable au premier regard. La jeune femme, calme et présente, ne cherche ni à fuir ni à dominer, mais elle reconnaît l'autre tel qu'il est. Et comme dans la carte de la force, ça rappelle un petit peu cette carte, ce n'est pas la violence qui transforme, mais c'est la relation. L'amour agit ici comme un principe alchimique. Il révèle ce qui était caché. Dans cette version, les amoureux ne parlent pas d'un dilemme moral explicite, ni d'un choix rationnel entre 2 voies visibles. Le choix est intérieur et relationnel, c'est-à-dire accepter ou refuser l'altérité, aimer malgré la peur et rester fidèle à un lien même quand il ne correspond pas aux attentes sociales ou esthétiques. Le carrefour se trouve entre le rejet instinctif et l'engagement conscient.
La transformation finale montre que le véritable choix amoureux n'est pas celui de la sécurité ou de l'apparence, mais celui de la reconnaissance profonde de l'autre. Avec The Tarot of the Divine, on voit bien que les amoureux peuvent aussi raconter une histoire de transformation par le lien, sans dilemme visible, sans triangle et sans injonction morale. Allez, repartons dans le passé lointain au temps de la Renaissance italienne pour le tarot Visconti. Dans cette version des éditions Lo Scarabeo, l'arcane s'intitule Les amants au pluriel. On y voit un couple qui se fait face et qui a l'air de se serrer la main comme s'ils se rencontraient pour la première fois. On est loin des couples enlacés que je vous ai montrés avant. Ils sont dans un jardin, la femme est à droite avec une robe richement ornée et une de ses mains est gantée tandis que l'autre ne l'est pas, comme si elle offrait une part d'elle-même sans protection. L'homme à gauche est vêtu d'un costume de l'époque et entre eux se dresse une statue de Cupidon, entièrement nu, encore une fois, et les yeux bandés, tenant une flèche dans chaque main. Il ne porte pas d'arc, il me semble, et on dirait plutôt qu'il va lancer ses flèches comme des lances. Donc dans les jeux Visconti Sforza, les figures humaines ne sont pas forcément illustratives ou narratives, mais elles vont se lire plutôt comme des allégories visuelles. Le Cupidon aveugle, sans arc, flèche levée, fonctionne davantage comme un symbole de l'impulsion amoureuse originelle, une force qui ne raisonne pas, mais qui unit ou désunit sans que la raison ne l'ordonne. L'union du couple main dans la main n'est pas représentée comme un choix dialectique, ce ne serait pas le vice contre la vertu, comme dans le Marseille, ni comme une union sacrée érotique comme chez le Rider-Waite. Elle va apparaître plutôt comme l'acte humain de s'engager face à une force qui dépasse les protagonistes. Beaucoup de tarologues érudits soulignent que dans les jeux anciens, Visconti puis plus tard le tarot de Milan aussi ou de Charles VI, les amants évoquent l'union sociale ou matrimoniale, voire la consolidation de liens politiques ou familiaux, ou aussi l'harmonie des contraires, vue comme un état d'être plutôt qu'un processus décisionnel dialectique, et une force d'attraction fondamentale, ici représentée non par une figure narrative, Hercule ou un couple biblique, mais par l'allégorie de Cupidon, debout au centre. Dans ce jeu, ce qui frappe, c'est que le dieu de l'amour est aveugle, signe que l'amour n'est pas gouverné par la vision consciente. La main tendue du couple indique une alliance consentie dans un contexte social, et l'absence d'arc rend l'action d'aimer plus instinctive que dirigée. Dans le Visconti Sforza, les amants ne sont ni un dilemme intérieur, comme dans le Marseille, ni un couple mystique à la croisée du terrestre et du divin, comme dans le Rider-Waite, ni une expérience d'union extatique comme dans le Darkwood Tarot. Ici, l'image épouse sa fonction originelle. L'amour est une force sociale et énergétique fondamentale. Le couple est uni par un geste d'alliance simple et au-dessus d'eux, Cupidon, les yeux bandés, reste le principe aveugle de l'attraction. Rappelons que ces tarots sont issus d'une période où le tarot n'était pas encore un outil divinatoire, mais souvent un jeu de cours, une série d'images pouvant servir de thème éducatif, et c'était aussi une façon de faire les portraits des grands de ce monde. Je vous présente maintenant un tarot que je ne vous ai jamais montré non plus. Décidément, aujourd'hui, j'avais envie de sortir des jeux du fond des étagères. Voici le tarot aux ramures étranges, inspiré, c'est ce qui est dit au dos de la boîte, du Rider-Waite-Smith, et pourtant l'arcane 6 porte le titre L'amoureux au singulier. L'illustration montre un seul personnage allongé dans l'herbe, entouré de plantes sauvages. La posture est détendue, presque en état d'abandon, comme si le corps lui-même se fondait dans la nature. Deux pommes au premier plan évoquent discrètement le mythe originel d'Adam et Ève, mais ici il n'y a plus du tout de couple ni de tension narrative entre deux individus. Visuellement, l'image n'évoque pas un choix entre des voies distinctes ou une dynamique de relation. Elle présente plutôt la figure d'un être en contact avec l'existence physique elle-même, la respiration, la peau, la terre, le souffle de la vie. Le livret du jeu confirme cette perspective intérieure. Il dit que lorsque nous sommes allongés dans les fleurs, caressés par les herbes et par la chaleur de la terre, nous sommes le corps amoureux de la vie, pleinement présent à l'existence physique. Cette nudité exposée est à la fois vulnérabilité et abandon conscient. Lâcher prise, goûter au plaisir terrestre, reconnaître le corps comme lieu d'expérience. Pourtant, l'arcane ne se limite pas à l'indulgence sensorielle. Entre les plans du ciel, symbole de droiture et de spiritualité,
et de la terre, symbole de plaisir, se pose une question de choix intérieur. Qu'est-ce que l'amoureux souhaite réellement ? Le livret souligne l'idée d'une dualité perturbée par des influences extérieures et propose que l'isolement, le silence et la réflexion personnelle puissent être le moyen de découvrir ses désirs enfouis et sa motivation profonde. Dans ce jeu, l'amoureux devient ainsi une image de l'amour de soi et de l'amour de la vie, plutôt que de l'amour partagé entre deux êtres. C'est une carte d'ouverture du corps et de l'esprit, de contact avec la matière et le monde naturel, et de décision intérieure quant à ce qui résonne le plus profondément en nous. Vous voyez comme cette carte a donné lieu à des illustrations très diverses et certaines très éloignées des deux systèmes traditionnels. On va terminer ce petit tour d'horizon par un de mes chouchous, vous le savez, c'est le Pastoral Tarot de Lisa Hunt. Dans ce tarot, la carte des amoureux revient à une iconographie très lisible, douce et profondément apaisée. On voit un couple assis dans une barque sur un lac peu profond couvert de nénuphars. La scène se déroule au coucher du soleil, dans une lumière chaude faite de mauve, d'orange et de jaune. Le monde semble suspendu dans un moment de calme absolu. Les deux personnages se tiennent la main et se regardent avec tendresse. Rien ici n'est dramatique ou conflictuel. Il n'y a ni tension, ni dilemme visible, ni figure surplombante qui impose un choix. L'amour est présenté comme un espace sûr, presque domestiqué, inscrit dans le quotidien et dans la durée. Autour d'eux, tout participe à cette harmonie. Les fleurs à l'avant de la barque, il me semble que ce sont des roses, évoquent l'amour nourri et cultivé. Les canards, animaux réputés pour former des couples durables, reflètent l'engagement et la fidélité. Et le chien, paisible et attentif, incarne la loyauté, la protection et l'amour inconditionnel. Le livret insiste sur le fait que l'attraction entre les amoureux dépasse largement la sexualité. Il s'agit d'une connexion d'âme fondée sur des valeurs partagées et une vision commune de la vie. Leur union est décrite comme un soutien mutuel capable de les porter à travers les épreuves et de les accompagner sur un chemin d'évolution et d'éveil. Dans un tirage, cette carte invite à se demander qui et quoi compte vraiment. Elle encourage à diriger son énergie vers des relations et des engagements qui soutiennent le meilleur de soi-même. Elle parle de discernement amoureux, de loyauté et de fidélité non seulement à l'autre, mais aussi à ses propres valeurs. Ici, les amoureux ne sont ni une tentation ni une épreuve. Ils sont l'image d'un amour choisi, nourri, partagé, capable d'englober le monde alentour sans s'y perdre. À travers toutes ces cartes, ce qui frappe, ce n'est pas la diversité des styles, mais plutôt la manière dont chaque tarot choisit ce qu'il met au premier plan. Vous l'avez vu dans le tarot de Marseille, l'amoureux est fondamentalement une carte de tension, la tension entre plusieurs désirs, plusieurs loyautés, plusieurs directions possibles. Le choix est là, mais il n'est jamais simple ou confortable. Le Rider-Waite déplace cette tension à l'intérieur du sujet. Le choix n'oppose plus des options extérieures, mais des forces internes. La raison, le désir, l'aspiration spirituelle et le libre arbitre devient central. Ensuite, plus on avance vers des tarots contemporains, plus le choix tend à s'effacer au profit de l'expérience. Dans certains jeux, comme le Darkwood Tarot, l'amoureux devient un état d'extase, une plongée dans l'amour comme force transformatrice, parfois dangereuse, parfois salvatrice, mais rarement rationnelle. Dans d'autres, comme le Tarot of the Divine ou le Pastoral Tarot, l'accent est mis sur l'union, sur la reconnaissance mutuelle, sur cette fidélité à des valeurs partagées. L'amour va être un chemin de maturation. Et parfois, comme dans le tarot aux ramures étranges, il n'y a même plus de couple. L'amoureux devient un rapport à soi, au corps, au plaisir d'exister, à la tentation de la vie elle-même. Finalement, cette carte nous raconte toujours la même chose. Aimer, c'est choisir. Choisir un autre, choisir une voie, choisir une vérité intérieure ou parfois choisir de ne pas choisir tout de suite. L'amoureux n'est jamais une carte confortable, même quand elle est douce, même quand elle est lumineuse, elle nous demande toujours qu'est-ce que tu engages vraiment quand tu dis oui. Si cette exploration des amoureux vous a plu, vous pouvez bien sûr laisser un petit pouce, ça me fait énormément plaisir et puis ça aide à ce que cette chaîne se développe, surtout quand elle est modeste.
Et bien sûr, vous pouvez vous abonner à cette chaîne pour suivre les prochaines cartes, toujours dans cette approche comparative et symbolique. Vous avez compris que mon rythme de publication est très très lent, mais c'est ainsi. J'aime aller au fond des choses, donc ça prend du temps. Et comme je n'en ai pas beaucoup, il me tarde la retraite, je vous le dis, eh bien je fais comme je peux et je sais que vous serez indulgents. Donc je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bye bye.